À plus d'une centaine de kilomètres au nord-ouest de Katmandou, au cœur de l'Himalaya, bordant l'Annapurna et le plateau tibétain, la région du Manaslu est un véritable écrin de beauté entre ciel et terre. Avant 1995, la zone était encore interdite aux visiteurs étrangers. Depuis, le tourisme s'est développé discrètement. Afin de venir en aide à cette région, la zone de conservation du Manaslu a été créée en 1998. L'objectif est de préserver et d'assurer une gestion durable des ressources naturelles et du riche héritage culturel. Le tremblement de terre de 2015 a pris de nombreuses vies et engendré des pertes économiques et environnementales sans précédent. Mais grâce à de nombreux élans de solidarité, les habitants de la région ont pu reconstruire maisons, écoles, monastères et réouvrir la plupart des chemins. Il est grand temps de découvrir ce joyau de l'Himalaya, où l'homme et la nature cohabitent depuis l'aube des temps. Au bord du lac Kaltal, un jeune homme est en train de préparer une cérémonie près d'un vieux gomba, le nom donné ici au temple bouddhiste tibétain. Derrière ces habits simples, c'est en fait un lama qui a été formé par les anciens du village. Dans quelques jours, plusieurs familles vont venir s'installer ici pour la saison d'été avec leurs vaches. Différentes essences se consument dans une fumée intense et parfumée. Brûler de l'encens en offrande aux dieux est un acte sacré perpétré depuis la nuit des temps. Ici, les hommes font corps avec les éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre. Les cérémonies de communion avec la nature font partie du quotidien. Ils prient Bouddha, afin que l'alpage se passe pour le mieux et que le bétail et les hommes ne soient pas attaqués par les léopards et les ours. Sur le toit du monde, les hommes prient pour la meilleure cohabitation possible avec la vie sauvage. À quelques mètres au-dessus d'un torrent, après une nuit passée dans les arbres à l'abri des prédateurs, des macaques d'Assam profitent des premiers rayons de soleil et des feuilles encore humides de la rosée du matin. Aussi surprenant soit-il, il est courant de trouver ces singes jusqu'à une altitude de 2000 mètres. Ils profitent des forêts de pins et de bambous ainsi que du climat tempéré près des gorges du torrent. Véritable cathédrale de pierre et de glace, le Manaslu constitue le 8e plus haut sommet du monde et culmine à 8163 mètres. Au pied de la face nord-est, la nature sommeille encore. Ce matin, le lac de Birendra est recouvert d'une fine pellicule de glace.
Les habitants du village voisin ont remarqué que la taille du lac a augmenté ces dernières années, tandis que le glacier a sérieusement diminué. La fonte des glaciers du toit du monde menace l'alimentation en eau de 1,3 milliard de personnes en Asie. Le recul important des fronts glaciers au cours des dernières décennies est considéré comme l'une des manifestations les plus inquiétantes du réchauffement global. Avec ses 33 000 km² de surface gelée, l'Himalaya est souvent désigné par les climatologues comme le troisième pôle, après l'Arctique et l'Antarctique. Malgré cela, l'Himalaya est l'un des massifs montagneux le moins bien observé au monde. Sous l'effet du soleil, la neige fondue débute un long chemin. Les premiers signes de vie animale apparaissent. Quelques insectes se risquent aux abords du torrent et font le régal des rouges-queues à front bleu et d'un cincle de Pallas. Des glaciers et des sources naît la vie. L'eau cristalline chemine à travers ruisseaux et torrents. Elle s'écoule secrètement de vallée en vallée et chemine au cœur de forêts magiques. À quelques mètres du ruisseau, avec l'arrivée du printemps, un pika est ravi de retrouver son garde-manger. Il était temps de refaire des réserves après un rude hiver. Les forêts du Manaslu abritent de nombreuses espèces d'oiseaux qui restent encore bien rares en cette saison. L'Itagine ensanglantée est en train de se régaler sous le regard envieux du gobe-mouche vert de gris. Un peu plus haut, une pie grièche a repéré quelque chose de bien plus intéressant que cet invisible chevrotin porte-musc. Mais la ruche paraît bien vide. Hélas pour l'oiseau, un autre prédateur rôde déjà. Un frelon asiatique tente une approche sur cette ruche d'abeilles Apis dorsata. Elle n'a que faire de leur réputation d'agressivité, car elle est bien plus forte. Mais l'union fait la force et l'intelligence collective est parfois impressionnante dans le règne animal. Les abeilles perturbent l'ennemi en créant un mouvement de vague avec leurs ailes. Un peu plus loin, perchés sur des branches, les langours vaquent à leurs occupations. Pour eux, le plus important, c'est de manger et faire la sieste au soleil. Une vraie vie de singe.
Dans la région, les villages se sont construits sur de petits plateaux. Les hommes et les femmes vivent essentiellement de la culture d'orge, de sarrasin, de maïs, de pommes de terre ou de blé. Régulièrement, des actions sont entreprises pour initier les agriculteurs à des techniques respectueuses de l'environnement, tout en permettant d'accroître les rendements et par conséquent le quotidien des villageois. Ce matin, avant de partir au champ, les femmes se réunissent. Elles sont une des clés de voûte pour améliorer la situation. En effet, les femmes sont associées à des programmes visant à les encourager à prendre des initiatives pour assurer la conservation et le développement durable. Des formations leur sont ainsi régulièrement proposées. Cuisine, santé, création d'entreprises. Ces actions constituent une véritable révolution pour ces communautés restées encore très patriarcales. Dans certains villages, une fois par semaine, elles se réunissent pour nettoyer les ruelles. Mais tous les villages n'ont pas la même sensibilisation à l'environnement. Et il est bien triste de découvrir des ordures abandonnées au gré du vent. Même si à y regarder de plus près, on trouve de nombreuses bouteilles en plastique utilisées par les touristes. La responsabilité est sans nul doute partagée. Durant des dizaines d'années, l'exploitation du bois ne s'est pas faite selon des plans respectueux de l'environnement. L'essor récent du tourisme a aussi eu un impact sur les forêts par le besoin croissant en matériaux de construction pour des hôtels. Aujourd'hui, la situation s'améliore, là aussi grâce aux discussions menées avec les communautés locales. Ici, toutes les maisons arborent un drapeau bouddhiste sur un mât en pin, renouvelé très régulièrement. Cette tradition joue également son rôle dans la déforestation. Dans certains villages, des ONG ont donc offert des montants en métal à chaque famille. Mais les coutumes ont la vie dure et les différents matériaux doivent coexister pour l'instant. Au village de Philim, pour permettre à la biodiversité de se réinstaller là où les forêts ont été pillées et où le surpâturage a rendu la terre fragile, une pépinière a été mise en place. On y cultive des arbres pour la reforestation, mais aussi des plantes spécifiques pour retenir les sols, au-dessus des chemins souvent ravagés par des glissements de terrain. Ce groupe de grimpeuses hors pair navigue en équilibre au-dessus du vide. Les gorals de l'Himalaya sont des animaux très discrets. Ces chèvres se camouflent à merveille dans ce décor de roches. Elles sont plus rares aujourd'hui car elles ont été beaucoup chassées dans le passé. Les gorals sont aussi agiles sur terre que les rapaces dans les airs. Descendant avec force des montagnes, l'eau est une source inépuisable d'énergie. Depuis des siècles, les hommes ont cherché à l'utiliser. Au-dessus d'un petit torrent, ces jeunes filles surveillent le fonctionnement d'un moulin à farine. Le courant emporte une hélice qui fait tourner une meule en pierre et moud le grain.
Cet autre moulin, plus imposant, est encore à l'arrêt. Son propriétaire n'a pas ouvert la vanne, car le courant n'est pas assez puissant en cette saison. Beaucoup plus haut, des chutes d'eau vertigineuses offrent un spectacle grandiose. Certaines sont synonymes de progrès, grâce à une centrale hydroélectrique qui fournit désormais de l'électricité à tout un village, de la tombée de la nuit au lever du jour. Il existe 17 centrales comme celle-ci, mais seulement 70% des ménages ont de l'électricité. L'installation de ces systèmes est coûteux et sa maintenance un vrai casse-tête. Traditionnellement, les cultures sont protégées par des murs en pierre et des clôtures en bois, pour tenir éloignées les vaches, les chèvres et autres bovidés sauvages. Mais cela ne suffit pas contre les ours et les léopards. Alors, à la haute saison, les paysans mettent en place des petites tourelles au milieu des champs. Ils y veillent la nuit, à tour de rôle, afin de faire fuir, avec du feu, les ours qui attaqueraient leurs troupeaux. Les hommes empiètent de plus en plus sur le territoire des animaux, ce qui a créé une certaine pénurie de nourriture pour la faune sauvage. Il est donc devenu important de protéger encore plus les cultures, tout en cherchant à améliorer la coexistence entre hommes et animal. Dans cette optique, un système pilote a été mis en place autour du village de Proc. Il s'agit d'une clôture électrique alimentée par un panneau solaire. Cette expérimentation est un grand succès et d'autres villages devraient être bientôt équipés. Depuis son installation, aucune culture n'a été endommagée. Les hommes ici n'ont pas peur du vide, ni de s'aventurer sur des versants difficiles, mais ils ne peuvent rivaliser avec le Djaral. À très haute altitude, la montagne impose son rythme. Les nuages se forment et disparaissent subitement. La pluie et le brouillard peuvent surgir à tout moment. Quelques instants de répit pour le Suimanga queue de feu. C'est un oiseau généralement solitaire jusqu'à l'éclosion des fleurs au printemps, où ils se regroupent. Avec leur bec fin et légèrement courbé, ils butinent inlassablement.
Avec la tombée du jour, l'air se refroidit et la pluie se transforme en neige. Après un rude hiver, la nature printanière peine encore à s'installer. Dans les maisons traditionnelles, les habitants cuisinent au feu de bois. Le foyer se situe dans la pièce principale qui fait office de salon, de cuisine et de chambre. En brûlant, le bois dégage d'intenses fumées qui s'élèvent vers le plafond où a été installé un semblant de cheminée. Mais le tirage de l'air n'est pas assez fort et une partie de la fumée se disperse dans la pièce. Ce genre d'installation, présent dans la plupart des maisons de la région, est extrêmement nocif pour les occupants, consomme beaucoup de bois et conserve peu de la chaleur créée. Heureusement, une solution existe sous la forme d'un nouvel appareillage. Le gouvernement subventionne ces dispositifs de cuisson et de chauffage qui réduisent la consommation de bois et les émissions de carbone. Au petit matin, un groupe de yaks se déplace au milieu des montagnes. Le yak est à l'Himalaya ce que le chameau est au désert et le renne à la toundra. C'est l'animal de survie. Les yaks sauvages, autrefois nombreux, se font de plus en plus rares aujourd'hui. Ce sont des animaux robustes et puissants avec de courtes pattes et une longue toison épaisse qui les protège du froid et des intempéries. On dit d'eux qu'ils sont timides, craintifs et redoutables à la fois. Le yak domestique, moins imposant, est utilisé comme animal de bât et plus rarement pour les travaux des champs, car il n'a pas la réputation d'être docile. Son lait est une ressource de protéines inestimable pour les habitants des montagnes. Ils le consomment pur, avec du thé, et en font aussi du beurre et du fromage. Après des jours de marche, des mules chargées de provisions et de matériaux arrivent enfin. Elles portent du matériel pour la construction d'une école dans un sanctuaire bouddhiste tibétain.
Ce monastère existe depuis 500 ans. La vallée a été consacrée lieu de refuge pour les bouddhistes. C'est un environnement serein et sauvage qui est parfait pour la pratique spirituelle. Aujourd'hui, la communauté comporte plus de 50 moines et 50 nonnes. Le temps vient à nouveau de changer en quelques minutes. Plusieurs fois par jour, les religieux prennent part à des cérémonies. Ici, on vit en harmonie avec les animaux. On les respecte autant que tout être vivant. Cette mule profite d'une retraite bien méritée après avoir inlassablement transporté de lourdes charges le long des chemins du Manaslu. À chaque cérémonie, elle se régale d'offrandes sous le regard gourmand des corbeaux. La nuit tombe. Les mules retrouvent leur liberté et en profitent pour s'amuser un peu. Au petit matin, au milieu d'une cour de récré grandeur nature, les enfants jouent parmi les djarals. Le tremblement de terre de 2015 a affecté beaucoup de familles et créé de nombreux orphelins. Le monastère a pris en charge l'hébergement de ces enfants et leur scolarité. Un peu plus loin, ces jeunes moines s'entraînent pour une cérémonie importante qui verra l'intronisation d'un de leurs maîtres spirituels. Les danses sacrées bouddhistes font partie intégrante de l'enseignement. Dans quelques semaines, plus de 1000 villageois et moines d'autres monastères viendront assister à cette célébration. Un peu plus haut, derrière le temple, un glacier vieux de plusieurs millions d'années impose le plus grand respect. C'est un paradis de glace et de roc qui s'offre au regard sous les puissants rayons du soleil. Un groupe de femelles et de jeunes djarals en quête de nourriture cherchent de nouveaux territoires à explorer. Après une longue hésitation, jaugeant le danger, la plus ancienne s'élance. Et puis les autres la suivent et traversent le glacier. Minuscules êtres de chair sur un monstre de glace prêt à s'effondrer d'un instant à l'autre. Peu importe, l'instinct de survie prime. Le bouddhisme est un système de croyance qui respecte la nature et interdit de tuer les animaux. Depuis la création de la zone de conservation du Manaslu, aucune chasse n'a été autorisée.
Dans la région, les lamas ont une place très importante dans la protection des espèces. Ils ont notamment mené des campagnes de collecte d'armes. Des cérémonies spéciales ont eu lieu avec les représentants des communautés locales et la police. Les armes ont été détruites et pour certaines gardées en trophée comme ici dans ce temple. Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus la poudre à canon, trop reconnaissable et dangereuse pour le braconnier, mais la pose illégale de pièges. Malgré tout, le trafic existe toujours. La viande et les peaux trouvent clients localement, mais surtout de l'autre côté des montagnes. Karma Mingyur Dorji Rinpoche est l'un des guides spirituels du monastère. Il a été reconnu comme la réincarnation d'un grand maître bouddhiste. Il a en charge les cérémonies, les enseignements et l'administration du monastère. Il apprécie énormément les djarals et il est le seul à pouvoir s'en approcher aussi près. Régulièrement, le matin, il leur fait des offrandes et entame une prière pour la vie sauvage de l'Himalaya afin qu'elle soit toujours préservée. Le lophophore resplendissant est un oiseau de la famille des faisans aux couleurs extraordinaires. De par sa beauté et sa rareté, il est devenu l'animal symbole du Népal. Posé sur un rocher, il lance un appel dans la vallée pour trouver une femelle. Perché à 4000 mètres, Samdo est le village le plus haut du Manaslu. On y dénombre une trentaine de maisons et quelques hébergements pour les trekkers. En hiver, les conditions sont extrêmes et seulement 60 habitants restent là pour veiller sur les maisons, tandis que les femmes, enfants et anciens repartent à Katmandou. Aujourd'hui, le village vit essentiellement de l'élevage des yaks qui constitue une importante source de richesse. Dans le passé, l'agriculture était la principale ressource et on allait au Tibet troquer les récoltes contre des yaks. Avec les années, le flux s'est inversé car le prix du yak a été multiplié par 5 en à peine 10 ans. Alors, on part vendre ses bêtes au Tibet et on revient avec des provisions. Au milieu des champs abandonnés, les marmottes sortent de leur longue hibernation et profitent des premières pousses. Il y a encore quelques semaines, tout ici était recouvert d'un épais manteau de neige. Les jeunes peuvent enfin retrouver le plaisir de se chamailler entre eux. À Samdo, chaque famille possède un ou plusieurs chevaux. Lorsqu'ils ne voyagent pas, ils passent leur journée dans les prés à côté des marmottes et des yaks.
Laissés sans surveillance, certains n'hésitent pas à s'aventurer dans les montagnes. Les chocards à bec jaune sont des oiseaux très sociables. Ils se déplacent en groupe pouvant compter plus d'une centaine d'individus. Ces regroupements planent et fondent sur les crêtes, rasant les flancs des montagnes et se dispersent pour se nourrir sur les versants. De nouveau, en à peine quelques instants, le baromètre vacille. Le froid s'installe et la fine bruine se transforme en neige. C'est un signe fort, car à cette période, la neige ne devrait plus tomber. Ici aussi, les changements climatiques se font sentir avec leur cortège d'incertitudes. Comme chaque jour, cette femme offre quelques restes de nourriture aux mules retraitées du village. Quel que soit le temps, le ravitaillement ne doit pas s'interrompre. Les mules sont essentielles pour le transport des marchandises. La vie est loin d'être simple ici, notamment en ce qui concerne les télécommunications. La topographie et les conditions météorologiques rendent la réception des réseaux très aléatoire. De tous les pigeons, le pigeon des neiges est sûrement celui qui vit le plus haut. Son épais plumage lui permet de résister au froid glacial. Dans l'Himalaya, on le trouve entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Lorsque les conditions deviennent trop rudes, il quitte les hautes montagnes inhospitalières et descend dans les vallées. Il s'aventure même jusqu'au village pour trouver des graines. Cet oiseau est occupé à surveiller les insectes qui s'envoleraient des nouvelles pousses avec l'arrivée des flocons. Les chocards ne vont pas tarder à rejoindre des niches dans les falaises pour y passer la nuit. Les moins 5 degrés sont bien plus supportables par rapport aux températures extrêmes de l'hiver. Le grand Dala avec son bleu azurite ne passe pas inaperçu dans les champs enneigés. Il est très rare de les voir descendre près des villages, mais la neige les y a contraints. Sautillant, parfois bondissant de rocher en rocher, ils trouvent leur nourriture sur le sol. Le grand Baral vit dans les hautes montagnes entre 3500 et 5000 mètres d'altitude. Il est robuste et résistant au grand froid et se nourrit essentiellement de plantes herbacées. Son pelage lui offre un excellent camouflage dans son habitat naturel. Ici, les croyances religieuses et la loi protègent le grand Baral contre le braconnage. Sa présence est essentielle pour la conservation du léopard des neiges, dont il est la proie favorite.
Au petit matin et après une nuit de grand froid à l'abri du vent, la harde se réveille doucement. Quelques individus s'avancent vers la crête pour profiter de la chaleur des premiers rayons du soleil. En plus des risques liés aux prédateurs et au braconnage, les animaux de la montagne doivent aussi faire face aux éboulis ou, comme ici ce matin, aux avalanches. Des paysages chaotiques s'affrontent. La force de la terre et du ciel sont réunis en un seul lieu. Le cosmique et le tellurique s'entrechoquent dans un chaos sublime. Dans ce désert minéral, la vie s'est pourtant adaptée aux conditions extrêmes. Hélas, l'Himalaya n'est plus cet îlot de pureté qu'on imagine encore souvent. Les relevés effectués par des scientifiques témoignent de niveaux de pollution comparables à ceux de villes européennes. Portée par les vents, la pollution des grandes métropoles d'Asie du Sud-Ouest peut parcourir des milliers de kilomètres et contaminer jusqu'à ses sommets. Le printemps et la fonte des neiges ont spontanément fait monter les yaks en altitude. Il n'est pas simple de retrouver ces bêtes. Cet homme part à leur recherche, suivi de son fils à cheval. Après des heures de recherche, ils finissent par les retrouver. Avec le retour du soleil, le chemin menant au Tibet est à nouveau ouvert. Dans quelques jours, ils partiront les vendre là-bas, en échange de matériaux, de laine et de sel. Le printemps profite aux grands barrals qui peuvent se reposer quelques minutes au soleil. Les mâles arborent fièrement des cornes en forme de lyre. Ce sont les gardiens du toit du monde.
Sous un soleil de plomb, ils viennent de trouver du sel qui s'est détaché d'un éboulis. Tout le groupe s'empresse à lécher cette source bénéfique de sels minéraux et d'oligo-éléments. Les hommes, comme les animaux, ont su s'adapter, cohabiter et survivre dans ces milieux extrêmes. Mais l'impact de la modernité fragilise cet équilibre. Ces vallées encore secrètes, il y a quelques années, vivent une ouverture sur le monde rapide avec l'arrivée de l'électricité et des moyens de télécommunication modernes. L'ouverture au tourisme a bouleversé les habitudes, tout en offrant de nouvelles ressources. Certains de ces revenus sont utilisés pour financer le coût des interventions de conservation. Le Népal est l'un des pays les plus pauvres au monde et pourtant, avec peu de moyens, ses habitants arrivent à faire beaucoup. Un engagement précieux et durable de la part d'ONG aux côtés des communautés locales et des monastères permet de faire avancer les choses. Mais les dangers sont grands, surtout ceux liés au réchauffement climatique. Comment rester insensible devant les merveilles de cet univers? Au royaume du Manaslu, comme ailleurs, la coexistence entre les hommes et la nature est non seulement possible, mais indispensable pour assurer l'avenir de notre planète.